Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous finissons le chapitre 3. Alors, comme je vous ai dit, donc comme chaque fois, on va faire toujours des petits retours en arrière pour vous rappeler ce qu'on avait fait la fois précédente. Donc, on a vu la théorie de Bohr avec ses postulats. L'électron se trouve sur des trajectoires privilégiées, qu'on appellera par la suite des couches. Chaque couche est caractérisée par un niveau d'énergie En. Donc, l'énergie, on dit que l'énergie est quantifiée et on avait vu que l'énergie était égale à moins 13,6 sur N carré en électronvolts, bien sûr. Donc, chaque niveau est caractérisé par une énergie qui dépend de N. Donc, on a dit, c'est pour ça que l'énergie, donc, elle est discontinue et elle est quantifiée aussi. Ensuite, d'après les postulats de Bohr, les électrons ne peuvent pas passer, quand ils sont sur une trajectoire ou sur une couche, ils ne rayonnent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayonnement. Alors, il y aurait échange d'énergie lorsque l'électron passe d'un niveau à un autre, c'est-à-dire d'un niveau N vers un niveau M ou un niveau M vers un niveau N. Ça dépend est-ce qu'il va d'un niveau moins énergétique vers un niveau énergétique, donc ça serait une absorption. S'il passe d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, on appelle ça émission parce que quand il passe d'un niveau supérieur, il a un excédent d'énergie dont il se débarrasse sous forme de photons. On avait dit l'échange d'énergie se fait sous forme de photons. Donc, la valeur de l'énergie échangée est égale à delta E, c'est l'énergie du niveau final moins l'énergie du niveau initial en valeur absolue égale à H nu. Et ça, c'est pour ça, donc nu, c'est C sur lambda. Donc, c'est pour ça qu'on peut enregistrer un spectre avec différentes longueurs d'onde discontinues de l'hydrogène. Par exemple, si on parle de l'hydrogène. Ensuite, on a vu que ce modèle-là n'était pas très parfait parce que quand on place le spectre de l'hydrogène dans un champ magnétique, on va voir qu'il y aurait une dégénérescence des niveaux d'énergie, c'est-à-dire qu'il y aurait un triplement des niveaux, par exemple le niveau N, au lieu d'avoir une seule raie, on observerait trois raies dont l'énergie est très proche. Donc, pour corriger cette incohérence, Bohr et Sommerfeld vont supposer que dans l'atome, il y aurait à l'intérieur des couches, il y aurait des sous-couches. Donc, c'est-à-dire pour un certain niveau N, il n'y a pas que des couches. Il y aurait des sous-couches qui ont presque la même énergie. Donc, l'électron peut se trouver sur des sous-couches dont l'énergie se rapproche de l'énergie de la couche En. Et ces sous-couches, elles seront caractérisées par un nombre quantique L, qui dépend de N, bien entendu, et dont la valeur est comprise entre 0 et N-1. D'où vient cette incohérence? C'est le fait que on applique, parce que, comme vous savez, Bohr a gardé, si vous voulez, le modèle de Rutherford en partie. C'est-à-dire, il a appliqué aux particules microscopiques les principes de la mécanique classique. C'est-à-dire, comme il a traité les particules microscopiques comme des particules macroscopiques. Et ça, c'est ce qui a posé problème. Donc, on a vu ensuite l'introduction de la mécanique quantique pour traiter ces particules très fines. Donc, désormais, on ne va plus parler pour les particules fines d'une position, on va plutôt partir d'une fonction d'onde, c'est-à-dire c'est une fonction
qui va regrouper toutes les informations sur l'atome ou sur la particule. Et cette fonction d'onde, c'est une fonction mathématique. Et l'intérêt, c'est que son carré, le carré de psi, qu'on a appelé par la suite psi, le carré de psi, ça va nous donner la probabilité où se trouve l'électron. Et on a vu que l'équation de Schrödinger est une équation qui est différentielle du second ordre, et c'est elle qui va nous permettre de calculer, de tirer toutes les informations sur l'atome par l'application de la relation H psi égale à E psi. Et H, quand on applique H sur la fonction psi, on va extraire le résultat, c'est E psi, et E, c'est l'énergie du système. Donc, la fonction d'onde, c'est une fonction qui regroupe les informations sur la particule. Et pour extraire ces informations, il faut lui appliquer l'hamiltonien H ou l'opérateur H pour extraire ces informations. On a défini H comme étant égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et donc, on dit opérateur énergie cinétique et opérateur énergie potentielle. Et donc, c'est égal à moins h bar carré sur 2m delta parce que ça, c'est l'énergie cinétique et V, c'est le potentiel. On verra ensuite, je vais vous donner un exemple d'application de l'équation de Schrödinger. On va prendre, par exemple, ici, on ne va pas le faire en entier, cet exemple, je vais juste vous expliquer au début l'exercice et après, vous trouverez les détails de calcul dans les diapos du fichier PowerPoint. Alors ici, nous avons une particule piégée dans un puits potentiel. C'est-à-dire que la particule, elle est piégée, elle ne peut pas sortir, elle se déplace entre 0 et L. Et donc, son potentiel à l'extérieur de cette zone-là, il est égal à l'infini, de part et d'autre du segment égal à l'infini. À l'intérieur du puits, son potentiel est nul. Donc, on dit un puits potentiel parce que la particule, il est piégée dans ce système-là, c'est comme un puits. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher la fonction d'onde de la particule dans cette région de l'espace. C'est-à-dire comment elle est cette fonction d'onde qui représente le déplacement de la particule. Donc, ça veut dire que, donc, comme on a vu avant, donc l'équation de Schrödinger, ce que vous devez retenir cette année, c'est que c'est une équation différentielle qu'on peut écrire H psi égale à E psi. H, c'est le potentiel, c'est l'opérateur énergie cinétique. Tout le temps, on l'écrit toujours comme ça. Moins H bar carré sur 2m, la dérivée seconde par rapport à X, par rapport à Y et par rapport à Z, plus opérateur énergie potentielle fois la fonction psi égale à E psi. Alors, comme la particule se déplace seulement sur l'axe X, donc la dérivée de psi par rapport à Y et par rapport à Z serait nulle. Donc, l'équation la fonction d'onde ou l'équation de Schrödinger pour la particule, on peut s'écrire moins h bar carré sur 2m, la dérivée seconde par rapport à x carré, plus v psi égale à e psi. Donc, la question, c'est pour trouver psi, il faut résoudre cette équation. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous avez les détails des calculs ici dans les diapos. C'est-à-dire, il faut prendre des conditions limites. Alors, ici, on trouve alpha, on va poser alpha carré égale à 2m sur E h bar carré. C'est ça, c'est le terme qui va contenir l'énergie du système. Et donc, l'équation s'écrit la dérivée seconde de psi par rapport à x carré plus alpha carré psi égale à 0. Donc, l'équation, elle est comme ça en posant alpha carré égale à 2m sur h bar carré. Donc, après les calculs, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la fonction psi est égale à racine de 2 sur L sinus npi L sur x. Donc, vous avez une fonction, voilà comment varie la fonction psi en fonction. Donc, ici, vous avez
la fonction, elle est comme ça. Lorsque n égale à 2, la fonction, elle est comme ça. Donc, c'est une fonction sinusoïdale. Et l'intérêt, donc, on a dit l'intérêt de psi, c'est que son carré va nous montrer où peut se trouver l'électron dans la partie de l'espace 0 et A ou 0n. Donc, vous voyez bien comment. Alors, donc, ici, on a un maximum de trouver l'électron entre 0 et A, bien sûr. Cette probabilité, elle diminue au voisinage de 0 et A, mais elle est maximale dans le segment. Voilà, donc ça, c'est un exemple de calcul de psi. Maintenant, on va voir comment on va appliquer cette équation de Schrödinger à l'atome d'hydrogène. Quelles sont les informations qu'on peut tirer en appliquant cette fonction, cette équation à l'atome d'hydrogène. Alors, on a dit donc l'atome d'hydrogène, il est constitué d'un noyau et d'un électron qui gravite autour du noyau. Donc, les densités psi carré de probabilité de présence de l'atome autour du noyau ne dépend pas du temps, bien sûr. Donc, on va chercher la fonction d'onde de coordonnées d'espace x, y, z. Voilà, donc on va écrire le Laplacien, c'est moins h bar carré sur 2m delta, et le potentiel, c'est moins e carré sur 4p epsilon 0, 1 sur r. D'accord? Donc, l'équation de Schrödinger relative à l'atome d'hydrogène, on va l'écrire, et delta, c'est bien sûr, c'est égal à la dérivée seconde par rapport à x, la dérivée seconde par rapport à y, et la dérivée seconde par rapport à z. Alors, vous remarquez ici que le potentiel ne dépend que de r. Donc, il est plus facile ou plus commode de représenter les fonctions d'onde en coordonnées sphériques. Donc, les coordonnées sphériques, vous avez vu en physique. Donc, on a ici, ici le noyau, ici l'électron. Donc, si on veut faire une projection de x, y et z dans ces coordonnées, vous avez x égale à r sinus θ cosinus phi, y égale à r sinus θ sinus phi, z égale à r cosinus θ. Donc, le Laplacien devient égal à cette expression. Alors, on vous demande pas d'apprendre l'expression du Laplacien, seulement que il faut savoir que la fonction psi en fonction de r, θ et phi va s'écrire sous forme de 3 fonctions en fait. Une fonction qui dépend de r, une fonction qui dépend de l'angle θ et une fonction qui dépend de l'angle phi. Donc, R sera appelée la fonction, c'est la partie radiale, et θ, et le produit de ces deux fonctions, ce sera la partie angulaire, c'est-à-dire qui dépend des angles θ et de l'angle phi. Donc, la résolution de cette équation ne fait pas partie, bien entendu, de notre programme, on ne va pas s'intéresser à ça. Mais il faut savoir que la résolution de cette équation a fait apparaître 3 nombres quantiques. Alors, le premier nombre quantique, c'est n, qu'on a déjà vu dans le modèle de Bohr. Donc, la partie radiale nous fait apparaître les 2 nombres quantiques n, qu'on a vu donc, dont dépend l'énergie, et qu'on a appelé le nombre quantique principal. Et vous vous souvenez du nombre L. Le nombre L, c'est le nombre introduit par Sommerfeld pour expliquer la dégénérescence des niveaux d'énergie. On a dit donc N, c'est le nombre quantique principal. L sera appelé le nombre quantique secondaire et il est compris entre 0 et n moins 1. La partie angulaire, la fonction qui dépend de θ va faire apparaître les nombres quantiques L et un autre nombre quantique M qu'on appellera nombre quantique magnétique. Et la fonction qui dépend de phi fera apparaître le nombre quantique magnétique F. Donc, la fonction d'onde peut s'écrire. Donc, la fonction psi qui dépend N, L et M. Donc, R qui fait apparaître les nombres N et L. La fonction d'onde qui dépend de θ fera apparaître les nombres quantiques L et M. Et la fonction qui dépend de phi fera apparaître le nombre quantique magnétique M. Donc, voilà 3 nombres quantiques très importants. Donc, ça, c'est les résultats de la résolution de l'équation de Schrödinger. Alors, donc, on va les définir un par un. Alors,
le nombre quantique principal. Donc, N, on l'a déjà vu dans l'expression de l'énergie. On a dit, donc, on avait trouvé que l'énergie de chaque couche était égale à moins ME4. Ça, c'était le résultat de Bohr. Donc, on avait dit que cette constante-là était égale à moins 13,6 électronvolts. Donc, l'énergie En est égale à moins 13,6 Z carré sur N carré. Bien sûr, ici, comme je vous ai dit, il faut toujours travailler dans le cas des hydrogénoïdes, après adapter à chaque cas. Si vous avez l'hydrogène, vous remplacez Z par 1 et vous avez la relation En égale à moins 13,6 sur N carré. Donc, ce nombre quantique-là va définir la couche où l'électron se déplace, se trouve. C'est-à-dire, c'est la couche. Donc, la valeur de N va vous définir la couche où se trouve l'électron. Donc, si N égale à 1, la couche est appelée la couche K. Si N égale à 2, c'est la couche L. Si N égale à 3, c'est la couche M. Si N égale à 4, c'est la couche N. N égale à 5, c'est la couche O, et ainsi de suite. D'accord? Donc, la valeur, donc le nombre quantique principal, c'est le nombre qui définit l'énergie et définit par suite la couche où peut se trouver l'électron. Ensuite, le nombre quantique secondaire, qu'on a appelé L. Alors, on a vu que c'était un nombre quantique qui était introduit par Sommerfeld et Bohr pour expliquer, si vous voulez, la dégénérescence des niveaux d'énergie lorsqu'on place le spectre de l'hydrogène dans un champ magnétique. Alors, chaque niveau N est composé de plusieurs sous-couches. Donc, de sous-niveau. On a dit, donc, vous imaginez dans l'atome, il y a des couches qui sont définies par la valeur de N. On a dit la couche K, la couche L, la M, N, et O, etc. Et ces couches-là, à l'intérieur de ces couches, il y a d'autres sous-couches. Donc, on dit sous-couche parce qu'ils se trouvent dans la couche N. Donc, ces sous-couches-là, puisqu'ils dépendent, ils se trouvent dans N, donc la valeur de L va dépendre en fait de la valeur de L. Donc, L, on va dire qu'il est compris entre 0 et N-1. Parce que pour toute valeur de N, on aura des L, des nombres de sous-couches différents. Donc, ce nombre quantique, donc, il caractérise les sous-couches électroniques correspondant à des sous-niveaux d'énergie. C'est-à-dire, et on a vu dans l'image de l'effet Zeeman que ces couches-là, lorsqu'il y a dégénérescence, il y a en fait une légère différence d'énergie entre les sous-couches. Donc, l'énergie, en fait, elle est presque la même que dans la couche. Seulement, ce sont d'autres sous-couches qui se trouvent à l'intérieur de la couche. D'accord? Alors, on va voir ça. Vous allez comprendre mieux ça en donnant des exemples. Donc, on continue. Vous avez ensuite le nombre quantique. Donc, L va caractériser la forme. Donc, quel est le rôle de L? On a dit N, ça déterminait la couche. Le renseignement que nous donnait N, c'était où se trouvait l'électron, dans quelle couche. Maintenant, la sous-couche va nous informer. Alors, l'information qu'il va nous donner, elle va nous informer sur la forme du domaine où se trouve l'électron. Alors, on va voir tout à l'heure que, en fait, l'électron va se trouver dans un espace. La forme de l'espace où se trouve l'électron, ça s'appelle orbital. On appellera ça orbital. Donc, lorsque L égale à 0, on appelle ça la sous-couche L. Lorsque L égale à 1, on appelle ça la sous-couche P. Lorsque L égale à 2, c'est la sous-couche D, et ainsi de suite. On appellera ça, vous allez vous familiariser avec ces notations plus tard, parce que comme ça, là, on les définit. Ensuite, on va donner des exemples d'application pour que vous compreniez mieux. Ensuite, il y a le troisième nombre quantique, c'est le nombre quantique magnétique, M, ou ML, parce qu'on met L parce qu'il dépend en fait de L.
Alors, pour une même combinaison des nombres quantiques n et l, c'est-à-dire pour la même valeur de n et la même valeur de l, il existe plusieurs orbitales. Il y a d'autres domaines ou d'autres sous-couches. Alors, ces sous-couches-là, ce qui va les différencier, c'est le nombre quantique magnétique. Donc, il va nous donner le nombre d'orbitales d'un même type et qui ont la même énergie. Alors, par exemple, lorsqu'on dit L égale à 1, c'est la sous-couche P, par exemple. Alors, la valeur de M va nous donner combien de sous-couches P nous avons dans L égale à 1. Et on va voir que pourquoi ça. Alors, pourquoi? Parce que effectivement, si vous voyez ici, donc, parce que le nombre M va correspondre à la projection, si vous voulez, du moment cinétique le long de l'axe Z. Et ces projections vont dépendre de la valeur de L. Alors ici, par exemple, sur le graphe, vous avez ici, on voit par exemple, ici c'est le niveau N, l'énergie. Et on voit pour L égale à 2, par exemple, lorsque L égale à 2, on voit qu'il y a en fait 5 sous-couches. Alors pourquoi 5 sous-couches? Parce que si on place, ça correspond à la projection du moment de M le long d'un axe Z. Alors si vous voyez ici, par exemple pour M égale à 2, on a 5 valeurs. Donc on a plus 2, plus 1, 0, moins 1 et moins 2. Donc ça, vous verrez, on ne peut pas vous en dire plus. C'est juste, donc, ce que vous devez, ça, vous verrez ça en chimie quantique en S5. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que la résolution de l'équation, je résume un peu ce que je viens de dire pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que la résolution de l'équation de Schrödinger a fait apparaître 3 nombres quantiques. Le nombre n, c'est le nombre quantique principal. C'est un nombre qui va nous caractériser ou qui va nous donner une information où se trouve l'électron, dans quelle couche, et selon la valeur de n, il peut se trouver sur la couche K, L, M, N, O, P, etc. Il y a un autre nombre, c'est le nombre quantique secondaire. Alors, ce nombre quantique secondaire va nous donner, si vous voulez, la forme de l'espace où se trouve l'électron, ou la sous-couche. On dit aussi sous-couche. Donc, il y a la couche N, il y a la sous-couche la sous-couche qui va dépendre de L. Et L, qui lui aussi dépend de N. Ensuite, il y a le nombre quantique magnétique M. Alors, ce chiffre-là, ou ce nombre-là, va donner l'information combien de sous-couches correspond à un nombre L, par exemple. Par exemple, pour L égale à 2, la valeur de M va nous indiquer combien de sous-couches P nous avons lorsque L égale à 2. Donc, lorsque L égale à 2, vous avez en fait 5 sous-couches. Et ainsi de suite. Alors, ici, on va comprendre ça plus facilement lorsqu'on va donner comme ça des exemples. Alors, lorsque L égale à 0, alors ici, lorsque L égale à 0, c'est-à-dire L égale à 0, ça veut dire N égale à combien? N peut être égal à 1. Bon, L égale à 0. Alors, quelle est la valeur de M? On a dit M compris entre moins 1, moins L et plus L. Donc, si L égale à 0, M égale à 0. Nous avons ici une seule valeur de M, donc une seule orientation. Parce que si vous revenez ici, on voit ici les orientations du moment cinétique. Donc, si L égale à 0, on ne trouvera qu'une seule orientation. Donc, M serait égal à 0. Si L égale à 1, donc il y a une seule orbitale. Et puisque L égale à 0, ça va correspondre, on va l'appeler l'orbitale S. Donc, L égale à 0, on a dit L va nous renseigner sur la nature ou la forme de l'orbitale. Donc, si L égale à 0, on va l'appeler orbitale S. Maintenant, si L égale à 1,
Alors, lorsque L égale à 1, M va prendre trois valeurs. On a dit L compris entre M comprise entre moins 1 et plus 1, parce qu'on a dit entre moins L et plus L. Et donc, la valeur de M est égale à moins 1 et peut être égale à moins 1, 0 et 1. Ça veut dire que ici, sur le schéma, on a trois orientations pour la projection des moments cinétiques sur l'axe Z. Vous avez ici, moment magnétique, pardon. Donc, vous avez ici la valeur, la première projection, il y a plus 1 et il y a moins 1. Donc, trois orientations possibles, donc trois orbitales P. Donc, lorsque L égale à 1, c'est les orbitales P, et il y a trois orbitales puisqu'on a trois valeurs de M. D'accord? Donc, ce sont des orbitales, bien entendu, qui ont la même énergie. Lorsque L égale à 2, alors si L égale à 2, M peut prendre 5 valeurs. Entre moins 2 et plus 2, il y a moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, on a 5 orientations, comme vous voyez ici. Et donc, lorsque L égale à 2, ce sont les orbitales, on les appelle les orbitales D. Et il y a 5 orbitales D, parce qu'il y a 5 valeurs de M. Donc, ce sont bien entendu, comme les orbitales P, ils ont la même énergie. Alors, on va introduire un autre nombre quantique. Celui-là, il n'a pas été déterminé par l'équation de Schrödinger. Alors, on va attribuer un quatrième nombre quantique, c'est le nombre de spins. Alors, le nombre de spins, il est lié à la rotation de l'électron autour de lui-même. Alors, si ce nombre-là, il peut prendre deux valeurs, ou bien un demi, ou bien moins un demi. Alors, si l'électron tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit qu'il a le spin plus un demi. S'il tourne dans le sens inverse, on dit qu'il a le spin moins un demi. Et on va le représenter schématiquement par des flèches. Lorsqu'il a un spin positif, on va le représenter avec une flèche dirigée vers le haut. Lorsque le spin est moins un demi, on le représente avec une flèche dirigée vers le bas. Donc, en conclusion, donc nous avons vu l'état de l'électron, il est caractérisé par quatre nombres quantiques qui vont le caractériser. Le nombre quantique n, alors c'est la couche de l'électron où se trouve l'électron et aussi nous renseigne sur l'énergie de l'électron. Le nombre quantique secondaire, L compris entre 0 et n-1. Ce nombre quantique secondaire, ça va nous renseigner sur quelle est l'orbitale où se trouve l'électron ou quelle est la forme de l'espace où se trouve l'électron. Le nombre quantique magnétique M compris entre moins L et plus L et qui va nous donner le nombre d'orbitales L. Donc, pour un électron, on a n sous-couches, n carré orbital et 2 n carré électrons. Par exemple, si n égale à 1, on a une seule sous-couche et n carré orbital, donc une seule orbitale, et 2 n carré électrons au maximum, donc 2 électrons au maximum. Donc, chaque orbitale ou chaque couche va contenir seulement deux électrons. Alors maintenant, on va définir ce que c'est les orbitales. Alors, on a vu la fonction d'onde, donc elles dépendent du nombre quantique n, l et m, et c'est pour ça qu'on les note psi n, l, m. Alors, ces fonctions-là on peut les calculer en faisant la résolution de l'équation de Schrödinger. Et cette fonction-là va nous permettre de calculer, si vous voulez, la probabilité de où se trouve l'électron, qu'on appelle aussi la densité électronique, dans un volume de l'espace. Alors, la forme de la région où se trouve l'espace, où se trouve l'électron, on appelle ça orbital. Donc, la forme de l'espace où se trouve l'électron, c'est appelé orbital. Alors, on va voir ces différents orbitales. Alors, les expressions analytiques de quelques fonctions, ça c'est lorsque on a la couche K, n égale à 1, L égale à 0 et M égale à 0. Donc, nous avons une seule sous-couche. Donc, dans la couche N, lorsque n égale à 1, il y a une seule sous-couche, c'est la sous-couche S. Donc, on va l'appeler 1S parce qu'il y a cette n égale à 1 et S correspond à L égale à 0. Donc, la fonction d'onde qui va
qui va décrire le mouvement de l'électron dans cette sous-couche, on l'appelle psi 1, 0, 0. N égale à 1, L égale à 0, M égale à 0. Ou aussi, on l'appelle psi 1S. Lorsque L égale à 2, lorsque N égale à 2, c'est la sous-couche L. Alors, dans la sous-couche L, on a vu L est compris entre 0 et N-1. Donc, L compris, donc on va avoir deux valeurs de L. Il y aura la valeur qui correspond à L égale à 0 et la valeur qui correspond à L égale à 1. Alors, pour L égale à 0, on a dit la forme de l'espace, donc la fonction ou la forme de l'espace, c'est S, c'est l'orbital S. On appelle ça orbital S. Donc, pour L égale à 0, M égale à 0, donc nous avons une seule valeur de M et donc toujours une seule orbitale S. Et on a mis ici 2S parce que N égale à 2. Et la fonction qui va représenter cette fonction, cette orbitale serait psi 2, 0, 0, c'est-à-dire N égale à 0, L égale à 0 et M égale à 1. Et L égale à 0 et M égale à 0. Dans le cas de L égale à 1, alors, lorsque L égale à 1, on a dit ce sont les orbitales P. Donc, les électrons vont se trouver dans les orbitales P. Alors, pour les orbitales P, selon la valeur de M, on a vu que M prend trois projections et donc il y a trois valeurs de P. Donc, il y aurait 2P qui dirigent selon Z, 2P selon X et 2P selon l'axe Y. Donc, il y aura psi 1, 2, 1, 0, psi 2, 2, 1, 1, psi 2, 2, 1, moins 1. Alors ici, dans le 0, 1, moins 1, ici pour la valeur de M, vous pouvez les mélanger, ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc, vous pouvez avoir ici M égale à 0, ici M égale à 1 ou moins 1. L'essentiel, c'est qu'il y ait trois valeurs de M, et donc ça veut dire trois orbitales de P. Et chaque orbitale de P, elle est dirigée sur l'un des axes. Une sur l'axe X, l'autre sur l'axe Y et l'autre sur l'axe Z. Lorsque n égale à 3, pardon, c'est la couche M. Alors, dans la couche M, on va voir quelles sont les sous-couches possibles. Donc, on a trois possibilités pour L. Donc, L égale à 0, 1 et 2. Donc, ça veut dire que dans la couche M, il y a trois types de sous-couches. Il y a la sous-couche qui correspond à L égale à 0 qu'on appelle S. Donc, c'est 3S. La sous-couche qui correspond à L égale à 1, ce sont les orbitales 3P, parce qu'on a dit N égale à 3. Et la sous-couche qui correspond à L égale à 2. Donc, il y a combien de sous-couches L égale à 2? Il y en a 5, parce qu'il y a 5 projections, on a vu tout à l'heure sur le schéma. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 orbitales 3D. Donc, 3dx, xy, 3dxz, 3yz, x carré moins y carré et 3z2. Donc, 5 orbitales 3D. Et les fonctions d'onde, bien sûr, c'est 3px, 3pz, donc psi ou psi 3, 1, 0, 3px ou psi 3, 1, 1, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les expressions des orbitales atomiques. Maintenant, on va voir. Là, ça c'est la fonction d'onde qui représente psi 1s, psi 2s et psi 2pz. Donc, vous n'êtes pas censé apprendre ça par cœur. Chaque fois qu'on aura besoin, on va vous les rappeler. Donc, bien sûr, on l'écrit ici dans le cas général. On l'écrit avec la charge Z du noyau. Et à partir de ça, on peut l'appliquer ou bien à l'hydrogénoïde ou bien à l'hydrogène. Si Z égale à 1, on remplace Z par 1 et on a le calcul psi de 2S pour l'hydrogène. Ça va être 1 sur R1 à la puissance 3,5, 1 sur 4 racine de 2P, 2 moins R sur R1 moins exponentielle de R sur 2R1. Donc ici, il suffit, toujours on donne pour les hydrogénoïdes, après il suffit de remplacer Z par 1 et R1 par A0 lorsqu'on a l'hydrogène. Alors, on va voir maintenant la représentation graphique des fonctions psi NL ou des orbitales.
Alors, donc, on a ici R et la partie radiale, comme on a défini tout à l'heure. Donc, la fonction psi peut s'écrire sous forme d'une fonction radiale et une fonction angulaire. Alors, la partie R, on l'appelle radiale parce qu'elle va nous permettre de calculer la probabilité radiale de présence de l'électron, qu'on appelle dp radial. Soit, on va définir un volume D de V dans lequel peut se trouver l'électron. Donc, nous avons ici un volume D de V qui est compris entre R, donc R c'est ça, et R plus dr. Donc, le volume compris entre deux sphères de rayon R et R plus, donc R plus dr, c'est ce que vous avez en rouge, et R, c'est ce que vous avez ici en noir. Alors, la probabilité radiale, c'est quoi? Donc, c'est R carré, ça c'est la fonction radiale, fois D de V. Ça, c'est ce qu'on a vu. On avait D de psi, D de P, c'est égal à psi carré, D de V. Et psi carré, donc la fonction radiale, c'est R carré ici. Donc, pour une sphère, le volume, c'est 4 tiers de pi R3. Donc, D de V, ça va être 4 pi R carré D de R. Donc, la dérivée de la fonction radiale, c'est égal à 4 pi R carré, la fonction radiale au carré, D de R. Donc, D de P sur dr est égal à 4 pi R carré fois R carré, et c'est ce qu'on appelle la densité radiale d'un électron. Donc, D de P radial sur dr, c'est 4 pi R, donc c'est 4 pi R carré, psi 1s au carré. Alors, si on représente cette probabilité, alors qu'est-ce qu'on voit? Si on représente D de P, la densité par rapport à radial, en fonction de R, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve que cette surface, c'est une cloche, une forme de cloche. Alors, vous avez la probabilité, elle baisse au voisinage lorsqu'on s'approche du noyau. Ici, ça veut dire R égale à 0. Ici, ça veut dire qu'on est proche du noyau. Et la probabilité, elle va augmenter progressivement en s'éloignant du noyau jusqu'à un maximum R égale à A0. Lorsqu'on s'éloigne de A0, cette probabilité va encore baisser. Donc, ici, vous avez un maximum de probabilité de trouver l'électron lorsque R égale à A0. Lorsqu'on s'éloigne de part et d'autre de A0, la probabilité de trouver l'électron va diminuer et jusqu'à s'annuler si on dépasse un certain rayon. Ça, c'était pour l'orbital 1s. Pour l'orbite, donc ici, je vais vous donner quelle est cette probabilité pour 2s. Alors, pour 2s, on va voir deux maximums, c'est-à-dire 2s, ça veut dire n égale à 2. Donc, dans la couche L. Donc, on a une probabilité comme ça, c'est-à-dire on a deux maximums. Lorsqu'on a trois couches, c'est-à-dire 3s, ici vous avez donc trois maximums, un et le deuxième, et ainsi de suite. Donc ici, ça veut dire ici, cette partie-là, ça veut dire qu'on est à le rayon au voisinage du noyau, à un certain rayon, à une certaine distance, pardon, du noyau. Donc, pour la partie angulaire, donc la partie angulaire, on a vu, elle dépend pas elle ne dépend pas du rayon. Donc, sa représentation graphique, donc on va représenter une fonction psi égale à la partie radiale on va supposer comme une constante fois la partie angulaire. Et donc ça, c'est pas notre sujet, donc on va pas s'intéresser à ça. C'est juste, sachez que la fonction d'onde peut s'écrire sous forme de radiale et angulaire. Et si on s'intéresse à la partie angulaire, donc on va supposer que la partie qui ne dépend que de R sera comme une constante. Donc, on passe ensuite maintenant à la description des orbitales. Comment sont ces orbitales?
Alors, on a dit, donc, il y a le type de l'orbital, il est caractérisé par la valeur de L. Et on a dit, c'est quoi une orbitale? Une orbitale, c'est la forme de l'espace où se déplace l'électron. Alors, donc, lorsque L égale à 0, on a dit, c'est les orbitales S. Alors, comment ils sont les orbitales S? Alors, lorsque il s'agit des orbitales S, alors lorsqu'on calcule la densité de probabilité de présence de l'électron, donc, c'est-à-dire lorsqu'on représente psi carré, on va voir que cette fonction, que cette densité, elle est la même dans toutes les directions de l'espace. Ici, parce qu'on a dit pourquoi? Parce que la forme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans ce graphe-là. Donc ici, on va voir que la densité, ici, on a, c'est parce que c'est une sphère. Donc le signe plus implique que la fonction, elle est positive. Donc c'est le signe de la fonction à l'intérieur de la sphère. Donc lorsqu'on est à un certain rayon, à une certaine distance du noyau, là, ou bien R égale à A0, pour l'hydrogène, la densité, elle est la même le long de la sphère. Elle est partout égale. Ça, c'est spécifique des orbitales S. Donc, les orbitales S ce sont des sphères. On va voir les autres orbitales lorsque L égale à 1. Alors, lorsque L égale à 1, on va voir que l'électron va se déplacer dans des orbitales qui ont cette forme-là. Alors, ce sont des sphères, comme ça, avec des sphères, avec un nœud, on appelle ça un nœud, au milieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez un signe plus, ça veut dire que la fonction est positive. En bas, ça veut dire que la fonction est négative. Donc, les orbitales P se sont formées par deux lobes, l'un chargé positif dans l'un des lobes, la fonction psi est positive, dans l'autre lobe, la fonction psi est négative. Alors, il y a un axe de symétrie et il y a un nœud entre les deux sphères, entre les deux lobes. Alors, dans cette région, alors on va le voir ici mieux, ici, voilà. Il y a ça c'est le lobe positif, ça c'est le lobe négatif. Et il y a un plan qui passe, par exemple, comme ça, entre les deux lobes. Voilà le plan. Qu'on appelle le plan nodal. Alors, dans ce plan-là, qu'est-ce qu'il présente? Il va présenter, c'est un plan où la probabilité de trouver l'électron est nulle. C'est-à-dire on ne trouve jamais l'électron dans cette zone-là. Donc là, il y a un plan nodal qui sépare, si vous voulez, les deux lobes. Voilà, comme ici sur le graphe. Donc, vous avez le lobe positif, le lobe négatif. Il y a un plan qui va passer entre les deux. Et dans ce plan-là, dans cette zone-là, la fonction d'onde est toujours égale à 0. C'est-à-dire son carré est aussi égal à 0, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais trouver l'électron dans ce plan-là. La même chose ici pour PY, vous voyez, il y a la fonction positive, la fonction négative, et ça, c'est le plan nodal. Et la même chose, c'est-à-dire que dans cette direction-là, la fonction est égale à 0, et par suite, son carré ou sa probabilité est toujours nulle. Donc, on ne peut jamais trouver l'électron dans le plan nodal. Donc, il y a trois fonctions, il y a trois orbitales P, parce qu'on a vu qu'il y a trois valeurs de M lorsque L égale à 1. Donc, lorsque L égale à 1, peut avoir moins 1, M égale à 0, moins 1 ou plus 1. Et donc, il y a trois orbitales P dans L égale à 1. Et ces orbitales-là, elles ont la même énergie. Ils ont la même énergie tout court. Alors maintenant, il y a l'autre type d'orbital, c'est les orbitales D. Alors lorsque L égale à 2, on a dit c'est la forme de l'espace où se trouve l'électron, il a ces formes-là. Donc il y a combien d'orbitales D? Il y en a 5. Donc ça c'est l'orbital Z.
dz2. Alors, c'est une orbitale qui est formée par deux lobes positifs. Et ici, vous avez une forme de... C'est comme une bouée. Là, c'est la fonction négative. dy, dxz ou dxy, elles sont presque équivalentes. Donc, vous avez ici la fonction positive et ici la fonction négative. Et il y a une autre orbitale dx carré moins y carré. Donc, si vous avez ici y, donc ça c'est moins le signe moins. Et ici, x, le long de x, c'est le signe plus. Alors, quel est le plan nodal dans... alors voilà, donc voilà pardon, les orbitales, ici avec un autre schéma. Donc vous avez ici, ça c'est des Z2 avec deux lobes positifs et une zone comme ça négative. Ça c'est un volume où se trouve où la fonction peut être négative. Ça c'est dx carré moins y carré qui se dirige le long de l'axe y et le long de l'axe x. Ça c'est dxy ou dxz ou dyz ou dxy. Donc sachez, il faut juste savoir que ce sont des orbitales, elles sont comme ça, savoir les dessiner en fonction du choix de l'axe. Donc voilà, je termine comme ça le chapitre 3 et j'espère que ça a été assez clair et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci.